règlement intérieur qui dit la procédure à suivre dans les cas où le gouvernement déclare l'urgence d'un projet de loi. Selon l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai réuni la conférence des présidents dans les 48 heures après avoir reçu le projet de loi. Les délais entre le travail en commission, la publication du rapport et la séance publique étant de 72 heures, nous voilà donc réunis aujourd'hui pour débattre autour de cette loi. Comme vous le savez, donc, le projet consiste à assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers et faciliter la constitution de stocks stratégiques. Donc, ce prêt nous permettra également à notre pays de renforcer les capacités de la société immobilière et garantira la mise en place d'un mécanisme de régulation des prix des produits pétroliers. Sans plus tarder, on va attaquer l'ordre du jour de la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de l'an 2014-2015 de la 7e législature. Le projet de loi numéro 83-2014 portant ratification de l'accord de financement de l'achat des produits pétroliers raffinés, qui est en procédure d'urgence. Donc j'appelle au micro l'honorable Ahmed Mohamed Ali, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Le Premier ministre, les membres du gouvernement, chers collègues, le projet de loi portant ratification de l'accord de financement de l'achat des produits pétroliers raffinés. Sous la présidence de l'honorable Aïcha Barguele, la Commission des Affaires étrangères élargie à la Commission pour le développement économique et social de la protection de l'environnement et la Commission de la production et des échanges s'est réunie en procédure d'urgence le samedi 10 janvier 2015, afin d'examiner les projets de loi portant ratification de l'accord de financement de l'achat des produits pétroliers raffinés. La présence du gouvernement était assurée par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Ali Yacoub, assisté au secrétaire général de son département. Après la lecture de l'exposé des motifs, la présidente de la séance a demandé au ministre d'expliquer à l'intention des parlementaires les raisons de l'adoption de ces textes de loi en procédure d'urgence. Le représentant du gouvernement a confié que suite à la liquidation judiciaire Wal-Libya et de Total, le pays risque d'être en rupture des produits pétroliers, rupture qui n'a pas encore eu lieu grâce à la firme Djibouti Oil Supply Company qui assure l'approvisionnement en gasoil et ses dérivés Super et G. Mais au-delà du 15 janvier, le pays ne dispose plus d'un stock de sécurité, d'où la nécessité qui s'est imposée au gouvernement de rechercher dans le plus bref délai un financement auprès de la Banque islamique de développement. L'accord de prêt sous forme de Mourabba d'un montant de 30 millions de dollars ayant été signé le 25 décembre 2014, le gouvernement n'a eu d'autre choix que d'invoquer la procédure d'urgence. En outre, le ministre a rappelé que le premier bateau chargé d'assurer l'approvisionnement en produits pétroliers accostera dans la nuit de 12 et 13 janvier 2015. Le gouvernement doit donc disposer de liquidités avant cette date butoir et l'adoption de ces projets de loi permettra de débloquer les fonds nécessaires pour assurer la transaction. Comme à l'accoutumée, les élus ont procédé à une première série de questions. En premier lieu, pourquoi l'exécutif a éprouvé le besoin de restructurer le secteur de l'énergie? Le pays dispose-t-il d'un stock stratégique? Si oui, depuis combien de temps est-il disponible? Où est situé le lieu de stockage et quelles sont ses capacités? Avant de demander le prêt à la Banque islamique, le gouvernement a-t-il mis en concurrence plusieurs bailleurs de fonds? La branche IFTC qui attribue le prêt semble être une filière de la Banque islamique. Depuis combien de temps? Pourquoi la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a changé de statut? Ensuite, le taux de 6% pour les marges bénéficiaires semble être
élevée par rapport à la somme globale demandée, 30 millions de dollars. Les députés ont également remarqué que la durée et les mensualités de remboursement des prêts ne sont pas précisées dans l'accord. Par ailleurs, quels sont et combien sont estimés les autres coûts évoqués. Enfin, les représentants du peuple ont tenu à savoir si le gouvernement a cherché d'autres solutions avant de recourir aux prêts. Et surtout, ils ont souligné que partout dans le monde, le cours de pétrole a subi une baisse significative, baisse qui n'est absolument pas constatée au niveau national. Quelles sont les raisons? En réponse aux interrogatoires soulevés, le ministre a précisé que les besoins de restructuration du secteur pétrolier est induit par une tendance générale. Notre pays souhaitant maîtriser ses approvisionnements à travers une institution semi-publique dotée de pouvoirs régaliens. En ce qui concerne les stocks stratégiques, ils n'ont existé pas à l'heure actuelle. Le pays dispose juste d'un stock d'urgence. Néanmoins, l'idée de ce texte de loi est de constituer de façon progressive un stock stratégique à moyen terme. Si la question de la mise en concurrence de plusieurs bailleurs de fonds, le ministre a indiqué qu'en dehors des Chinois et des pays arabes, il n'existait pas d'autres bailleurs de fonds prêts à financer de gros projets. Il a ajouté que ces projets devaient avoir le jour en 2008, à un moment où il était estimé à 12 millions de dollars, mais à cause de la lourdeur de la bureaucratie administrative et faute d'un personnel qualifié en la matière, le délai n'a pas pu être respecté. En ce qui concerne la Société internationale islamique de financement du commerce, IFTC, il s'agit d'une filière de la Banque islamique dédiée depuis des années 70 au commerce. À propos du taux de 6% considéré comme élevé, le ministre expliquait qu'il s'agit d'un taux annuel, le taux mensuel étant fixé à 0,5%. Les frais de dossier s'élèvent à 30 millions de dollars, mais il a assuré qu'il n'y a pas d'autres coûts qui seront supportés par le gouvernement. Il s'agit là des termes d'une convention type, les prêts demandés s'étendent en principe sur 3 ans, délai au-delà duquel le gouvernement compte récupérer son autonomie. Quant à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial qui a acquis en 2000 un statut anonyme dans le but de permettre une ouverture du capital. Cependant, il faut savoir que le seul actionnaire reste l'État. Après ces éléments de réponse, les membres de la représentation nationale ont procédé à une seconde tour de table. Quand est-il des partenariats conclus avec la société koweïtienne indépendante Petroleum Group? De par ses prérogatives, la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti ne risque-t-il pas de concurrencer les sociétés pétrolières? Enfin, le commissaire insiste sur la nécessité de baisser dans le plus bref délai le prix à la pompe, afin de souligner sur la tendance internationale. Selon les propos des représentants du gouvernement, le partenariat avec la société koweïtienne indépendante Petroleum Group n'a pas produit les résultats escomptés. L'expérience est soldée par un échec à cause de profonds désaccords sur les principes fondamentaux, avoir les mêmes prix que ceux concédés à l'Éthiopie, manque de transparence dans la gestion, etc. Le gouvernement a donc pris la décision de mettre un terme à ces partenariats. Ensuite, il n'existait pas de risque de concurrence entre la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et les autres sociétés pétrolières, car il existe une licence spécifique pour chaque activité: importation, stockage, transport et distribution. Enfin, le ministre a informé les élus de la mise en place d'une commission conjointe, ministre de l'Énergie, des Finances et du Commerce, qui prévoit une baisse des prix du pétrole très prochainement. C'est sur ces échanges que les travaux de la commission ont pris fin. Enfin de lever la séance, les élus ont délibéré, puis donné leurs avals pour l'adoption de ce projet de loi en séance plénière. Merci de votre attention.
Madame, Monsieur les honorables députés, quelqu'un parmi vous a un commentaire à faire, une question? J'invite donc Madame Safia au micro pour poser la question. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée par intérim, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le ministre, la baisse du prix à la pompe constatée ce matin est une bonne chose et va d'ailleurs dans le sens de nos recommandations. Mes collègues se joignent à moi pour vous adresser nos félicitations. Cependant, permettez-moi d'émettre quelques réserves quant à l'étendue de la baisse des prix. Alors que les prix du baril de pétrole a presque diminué de 50% dans le monde, à Djibouti, cette baisse significative du baril n'est répercutable qu'à peine 5%. Le litre du gasoil est passé de 215, si je ne me trompe, à 205 francs ce matin. J'estime que l'on peut mieux faire, Monsieur le ministre. Par le passé, il est possible de décharger sur les compagnies importatrices les prix élevés du litre à la pompe. Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement et de distribution est entre les mains de l'État. Je pense que les poches des plus démunis de notre population souffrent de cette cherté du pétrole et du gaz également. Monsieur le ministre, ma question est simple. À quand un litre de gasoil qui soit plus en conformité avec la réalité de son prix coûtant? Je voudrais également poser une question connexe qui n'est pas des moindres, Monsieur le ministre, si vous le permettez. Dans le cadre de la vision Djibouti 100% énergie verte à l'horizon 2020, vision initiée et voulue par les chefs de l'État, président de la République et chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, je voudrais m'acquérir de l'avancée de ces chantiers qui contribuent à mes yeux un tournant historique dans le devenir de notre pays. Je vous en remercie. حسن عمر محمد كامل كيلو ثانية تقدري كيلو سنتنا كيلو أي شكل يو زر هنا أبصر كم كني إيه ما تقدري كيلو ya osa satu abang kudus Merci, honorable Hassan. Honorable Foulier. Ah, c'est Mahmoud. Hein? Quelle place doit donner aux Djiboutiens décidés d'investir la société internationale de développement de et comment donner aussi une occasion de participer aux côtés de la société publique dans la réunion nécessaire énergétique 100% écologique. Merci. Merci, honorable Mahmoud. J'invite au micro l'honorable Doualé à poser sa question. Monsieur et Madame les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les invités,
le document remis par le gouvernement il y a 48 heures est composé de 4 pages. C'est le document de l'IFTC qui porte le titre de termes et conditions est composé de 21 points. La réception de ce document par votre gouvernement remonte au 10 août 2014. Je vous demande la première question. Pourquoi avoir attendu au dernier jour des stocks d'urgence et nous proposer aujourd'hui le 12 janvier qui consiste au dernier jour des stocks d'urgence? Je vous rappelle que nous n'avons pas un stock stratégique à Djibouti, nous avons un stock d'urgence de 10 jours. Pourquoi avoir attendu ces 4 mois? Ma deuxième question, le pays possède, je me demande aussi, si le pays ne possède pas un traducteur en langue officielle, nationale. À ma connaissance, les langues nationales sont l'arabe et le français. Les documents que le gouvernement nous a remis étaient en langue anglaise. Donc, à moins qu'il y ait eu un changement entre-temps, pourquoi le gouvernement n'a pas se donné les moyens de traduire les documents remis aux élus nationaux? L'UPG, l'Independent Petroleum Group, semble fournir le PPR en crédit. Pourquoi pas prendre en crédit et éviter ces prêts? Il y a 2 jours, j'ai demandé aux représentants du gouvernement s'il avait cherché d'autres payeurs, comme est stipulé dans le rapport. Il nous a proposé que nous n'avons que le FADES et le Chinois. Alors qu'en juillet 2013, il me semble que le ministre nous disait officiellement qu'il y a une multiple bailleur de fonds, de prêts. Je vous demande plutôt, c'est en 2013 que vous vous êtes trompé ou c'est il y a 2 jours qu'il y a un problème? Ma question suivante, sur le document de l'IFTC, au point, il est composé de 21 points, je disais, au point 14, il y a le frais de montage et de titre qui s'élève à 30 000 $ américains, soit 5 325 000 francs Djibouti, le frais de montage de ce dossier. Ma question relative à ce point, pourquoi payer la somme de 5 300 000 où le pays n'a pas un spécialiste en la matière, c'est-à-dire une personne, un cadre formé 38 ans après l'indépendance qui sait monter un dossier de 30 millions $ américains? Continuerons-nous à payer des frais de dossier qui s'élèvent de 0,1% jusqu'à 0,5% du montant de prêt? Ma question suivante, au point 7 de ces documents, de ces mêmes documents, le financement est en mode Murabaha, avec un taux fixe de 6% annuel. Et au point 14, le frais de montage et de titre est de 32 $. Au point 16, qui porte le titre de coûts et charges, il y a, dans ce, je cite, tous
tous les coûts et frais relatifs au financement, y compris les frais juridiques, les commissions bancaires, alors que nous prenons en murabaha, ainsi que les taxes de quelque nature que ce soit, générées par le financement, sont à la charge du bénéficiaire, c'est-à-dire du gouvernement du pays. Et au point, dans ce même document, au point 20, toute taxe est exonérée. Je cite, au point 20 de ce document, toutes les taxes en avant et en après sont exonérées. Tous ces frais et coûts peuvent monter jusqu'à 10%. Laissez-moi finir, Monsieur le Président. Je vais terminer tout de suite. Ma question est la suivante. Pourquoi ces contradictions? Ce sont des termes pour gonfler la facture ou pour avoir des commissions de je ne sais qui, des surcommissions ou de rétrocommissions, ou des coûts trop élevés dont vous ne voulez pas nous donner. Ma question suivante. Il me semble que nous avons signé un partenariat d'importation et de gestion de stock avec notre voisin éthiopien. Pourquoi ne pas bénéficier le paiement à retardement de 120 jours? Qu'en est-il? Depuis plus d'un demi-siècle, c'est ma question suivante, depuis plus d'un demi-siècle, le groupe Total assurait nos importations, nos stockages, livraisons et gestion de nos PPR, c'est le produit pétrolier raffiné. Vous avez décidé récemment de poursuivre en justice et le liquider. Puis, vous avez créé une autre société du nom de DOSC pour une période de 3 ans qui, selon mes informations, a été renvoyée pour n'avoir pas embauché une personne avec un salaire d'1 million francs Djibouti que le gouvernement imposait. Quel est le bilan de cette société? Quel est le dommage-intérêt que nous allons payer pour les 2 années restantes de ce contrat? Aujourd'hui, vous avez décidé de retrouver la vieille marmite, le SIHD, qui est l'ancienne, le PH, qui était là avec sa direction, ses cadres et ses employés. Quelle est la différence que le pays bénéficie à l'issue de cette nouvelle situation? Et quel est le bénéfice aussi si nous gardions la compagnie Total avec une nouvelle taxe de 1 franc par litre? Il semble que cela nous rapporterait la somme d'1 demi-milliard de francs par an, en plus des taxes et autres frais que les sociétés hydrocarbures payaient avant. Ce sera mes 2 dernières questions, Monsieur le Président. EBSE est à 100% étatique, c'est-à-dire la compagnie pétrolière éthiopienne, alors que le nôtre SIHD est anonyme. Pourquoi vous avez eu besoin de privatiser une partie et à qui vous voulez céder ces actions? Et pourquoi? Depuis 3 mois, la question a été posée ma collègue Safia, et de $120 est passé de $120 au baril à $48. Pas plus loin que la frontière éthiopienne, à 5 km d'ici, à Lessibier, à Galilée, le litre de gasoil est de 110 francs. Alors qu'ici, c'est 205 ou 215 selon les dernières informations que j'ai en ma possession. Pourquoi le prix du pétrole ne diminue pas chez nous? Je vous donne 2 propositions. Et j'ai fini, Monsieur le Président. Est-ce que ce serait possible de limiter les prêts? Je sens que le gouvernement est engagé à engager ces prêts de 30 millions de dollars. Est-ce qu'il serait possible de limiter, au lieu de 3 années, de limiter les prêts à 6 mois? Est-ce que ce serait possible, c'est ma proposition, d'évaluer, de faire une commission parlementaire pour évaluer semestriellement? Est-ce que ce serait possible aussi de redonner le surtaxe et autres frais à la Société internationale d'hydrocarbures djiboutienne pour qu'elle retrouve
ces fonds de fonctionnement, de gestion et d'importation comme la société EPSE éthiopienne. J'ai fini mes questions et mes propositions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous rappelle, chers collègues, qu'il est temps qui est imparti pour poser une question de 5 minutes. Donc je vous demande de respecter les temps que vous est imparti. Je vous remercie d'ores et déjà. S'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole au ministre pour répondre aux différentes questions qui ont été soulevées. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est la première fois que je prends la parole pour la nouvelle année 2015. Je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux à l'Auguste Assemblée. Et je profite également de cette occasion pour souhaiter un bon rétablissement au président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Arnaout Ali. Tout d'abord, je vais répondre à la question de l'honorable député Safia Elmi. Elle a abordé 3 points. La baisse des prix à la pomme qui a été constatée ce matin, le 12 janvier, tout simplement parce que tous les 11 des mois, la structure du prix, elle change et aussi minime soit-elle, il y a une baisse des prix de l'essence à la pomme, mais ce n'est qu'un début. Nous allons continuer progressivement. Et lors des questions au niveau de la Commission des Affaires étrangères, j'ai bien expliqué aux élus du peuple qu'il y a une commission conjointe, ministère de l'énergie, ministère des Finances, ministère du budget, qui travaille sur cette question. Et au fur et à mesure que nous allons avoir des meilleurs éléments d'information, nous allons baisser le prix de l'essence à la pompe, parce que jusqu'à l'arrivée du nouveau bateau dans la nuit du 12 au 13, ce n'est pas nous qui avions la maîtrise de l'importation. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'importation et progressivement, au fur et à mesure que nous aurons tous les éléments d'information et surtout la maîtrise de l'amont à l'aval, nous allons consacrer cette baisse. Bien sûr, nous sommes au service du peuple et nous voulons que le peuple djiboutien soit le premier bénéficiaire de cette baisse. Djibouti 2020 doit être le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte. Puisque l'occasion me nous donner, je vais vous éclairer sur cette question. Djibouti déjà utilise 65% d'énergie verte grâce à l'importation de l'hydroélectricité en provenance de l'Éthiopie. Nous allons renforcer non seulement cette ligne, et nous sommes en train de faire des travaux au niveau de Hurso en Éthiopie, et au mois de mai 2015, ces travaux seront terminés, et Inch'Allah, pour l'été, il n'y aura aucune coupure. Nous allons faire ce projet devant vous, nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons aussi une deuxième ligne qui va passer par Rabafi pour renforcer ces secondes lignes. Et il y a deux autres lignes, une ligne qui va aller de Djibouti au Yémen et une autre ligne qui va aller de Djibouti vers l'Arabie Saoudite. Concernant celle qui va aller vers le Yémen, la commission tripartite est déjà mise en place et elle est en train de travailler. Sur celle de l'Arabie Saoudite, elle sera mise en place un peu plus tard. Mais quand on va mettre l'électricité au niveau de votre, avant que ça passe dans la mer par câble, il y aura un transformateur et une partie de l'électricité dans la valeur alimentée au bord et tous les projets qui sont en train de se développer au niveau de l'Europe. Et parallèlement, nous allons exploiter l'énergie solaire. Nous avons un projet avec un privé de 50 MW et nous avons également un projet financé par le Qatar éolien de 60 MW. Mais la priorité des priorités, c'est la géothermie, puisque notre pays a un potentiel de 1000 MW. Bien sûr, les travaux vont commencer dans quelques temps au niveau du lac Assal. C'est un projet financé par plusieurs partenaires, dont notamment la Banque mondiale. Mais le plus important, c'est de s'approprier nous-mêmes
ces travaux. C'est pourquoi nous avons mis en place l'ODEC, l'Office djiboutien de développement de la géothermie, et très bientôt nous allons acquérir une foreuse qui va nous permettre nous-mêmes de forer l'ensemble du pays. Tout d'abord, nous allons commencer par le binaire. Pour le binaire, il n'y a pas besoin de creuser très profond. Vous avez vu l'eau qui vient de PK20, qui alimente Rodam et d'une certaine température. Il suffit d'avoir une température autour de 100 degrés pour avoir de l'énergie binaire. Mais l'objectif, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est la géothermie, parce que c'est une des énergies les moins chères, les plus propres et les plus stables. Donc, Inch'Allah, si tout cela se passe comme prévu, Djibouti sera le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte. L'honorable député Hassan Saïd a parlé du stock stratégique. Bien sûr, tout État qui se respecte doit avoir un stock stratégique. C'est notre ambition, c'est le but de la mission que le président de la République nous a dévolue. Et Inch'Allah, nous allons commencer progressivement par un stock d'1 mois, puis vers un stock de 3 mois, qui est la moyenne au niveau international. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de stock stratégique, nous avons qu'un stock d'urgence qui est environ d'une dizaine de jours. Et contrairement à ce qui a été dit, ce stock d'urgence, il est toujours disponible, il est là. Pour l'instant, il n'y a pas eu une crise pour que nous puissions l'utiliser. C'est un stock d'urgence qui a été financé par la Banque mondiale en premier lieu, mais qui est complété chaque mois par une taxe de 2 francs sur le prix du super. L'honorable député Mahmoud a posé la question à savoir, est-ce que les Djiboutiens peuvent investir dans la SHD? La SHD, à l'heure où je vous parle, est une société à 100% étatique. Le seul actionnaire, c'est la République de Djibouti. Le statut qui lui a été donné en 2000, à l'instar de Djibouti Telecom, du port, c'est justement pour permettre à ce que des investisseurs privés, qu'ils soient djiboutiens ou internationaux, puissent investir. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'autres actionnaires. Et s'il y a des actionnaires privés qui remplissent les conditions, qu'ils soient djiboutiens ou autres, nous les invitons à investir dans la CHD. L'honorable député Doualé a posé beaucoup de questions. Lors de la commission des affaires étrangères, il a posé ces mêmes questions. Avant de répondre brièvement à ces questions, je lui rappelle au député Doualé qu'il n'est plus en campagne électorale et que les questions qu'il pose doivent être basées sur des informations vérifiées. Pour les questions financières, le taux de crédit, etc., le ministre des Finances qui a négocié avec son équipe ces crédits est là et il pourra répondre à ces questions. Concernant la traduction du document, il y a un document qui a été joint à ces documents en anglais qui reprend les termes les plus importants et qui sont en français. Bien sûr, selon la Constitution, les langues officielles sont le français et l'anglais, le français et l'arabe, et effectivement, nous devons traduire pour l'Assemblée, mais il y a eu une question de délai. Contrairement à ce qu'il dit, le document nous a été transmis récemment. Le document que nous avons reçu au mois d'août, c'était les termes et conditions qui sont en français et dont il y a eu copie à l'instar des autres députés. Il a déclaré également que IPJ faisait des crédits à Djibouti. Moi, à l'heure où je vous parle, et je l'ai redit, je n'ai aucun élément d'information sur les travaux qui ont été faits par cette compagnie et nous avons engagé un audit pour avoir ces éléments d'information. Quand il dit qu'elle a fait des crédits à Djibouti, moi j'aimerais bien savoir sur quoi il se base. Les compagnies distributrices ont été prises à la gorge, les banques locales ont été flouées et même y compris Horizon a eu, comment dirais-je, la malchance de rencontrer des produits contaminés qu'elle a refusés et le bateau est obligé de rester en rade durant 3 semaines. Donc, je crois que la fausse publicité pour IPJ continue. Si le député a des éléments d'information, j'ai le défi de nous le communiquer. Concernant Total, il n'y a jamais eu une volonté de la République de Djibouti de mettre Total ou toute autre personne dehors. En Somalie, on dit Djibouti, toute personne qui remplit les conditions peut travailler à Djibouti. Total n'a jamais été visé par qui que ce soit et le gouvernement souhaite que Total continue ses activités. Mais la décision de quitter Djibouti a été décidée par Total elle-même. L'opération qui a été engagée au niveau de la justice
C'est une question de pollution. Le ministère de l'Environnement a porté plainte. Cette affaire date de 15 ans. Toutes les étapes ont été suivies et une décision de justice finale est tombée et Total a refusé, comme Olivia, de se soumettre à cette décision. Concernant DOSC, DOSC est une société des droits djiboutiennes. C'est une JV, joint venture entre SCHD et IPJ. SCHD était actionnaire, je dis bien était actionnaire à hauteur de 60% et IPJ autour de 40%. Et la gestion était confiée à IPJ. C'était un échec pour les raisons que j'ai expliquées lors de la Commission des Affaires étrangères et que je vais redire ici. Approvisionnement du pays au compte-gouttes, prix plus élevé que celui de l'Éthiopie, alors qu'elle nous avait promis un prix comme celui de l'Éthiopie. La constitution d'un stock stratégique, ce qui n'a jamais eu lieu. Et surtout, elle devait veiller à ce qu'elle renforce les capacités du personnel djiboutien. Le directeur général, à qui nous avons fait confiance et à qui nous avons confié la gestion des DOSC, a passé 90% de son temps au Koweït et a refusé de travailler à Djibouti. Personne ne l'a chassé, tout simplement. C'était une opération commerciale, ils n'ont pas rempli les conditions et Djibouti a décidé de mettre un terme à cette JV et nous avons décidé, à l'instar d'EPSE, de reprendre. Donc aujourd'hui, sur le modèle d'EPSE, la SHD, le seul actionnaire, c'est Djibouti. Et aujourd'hui, l'Éthiopie et Djibouti sont financés tous les deux par la Banque islamique. Les prêts dont vous parlez, l'Éthiopie également en bénéficie dans les mêmes conditions. Mais pour les conditions du prêt, je vais laisser la parole au ministre des Finances qui a négocié ces prêts. Donc, j'invite le député de Halle à nous ramener des informations précises et crédibles sur les accusations qu'il a portées ici. Merci. Président du Parlement, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs les honorables députés, à mon tour également de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et souhaiter un bon rétablissement au Président du Parlement, notre frère et ami Idriss Arnaout. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble de nos amis de l'opposition ici, y compris M. de Halle, qui a été un peu trop vite dans sa première intervention. Je vais apporter quelques corrections parce que c'est l'exercice démocratique. C'est très agréable d'avoir ce type de débat, ces contradictions, ces défis à se lancer entre nous. Mais c'est désagréable d'entendre par moments des insultes. Mais je pense que c'est la jeunesse dans l'exercice de sa fonction qui vient de commencer. Ceci étant dit, le délai de transmission de ces dossiers, je peux vous assurer, on a eu ces documents, ça a été signé le 25 décembre 2014. Et je pense qu'une semaine après, on a transmis au Conseil des ministres pour que 2 jours après, ça vienne au Parlement. Vous pouvez constater que nous traitons les dossiers, d'autant plus que c'est un dossier extrêmement urgent et très important et stratégique pour la République de Djibouti, avec beaucoup de sérieux, comme nous le faisons habituellement. Donc, il n'y a pas eu de délai. Je pense que vous confondez avec l'accord du conseil d'administration de IFTC, qui a été du mois d'août, et non pas la signature de la convention. La convention, je l'ai signée moi-même le 25, encore une fois, décembre 2014. 6% de Murabaha. Vous connaissez un peu l'exercice l'exercice bancaire, ou en tout cas le système financier basé sur notre charia. Le taux est fixe, il est connu d'avance. Et c'est une très bonne chose parce que nous avons une visibilité dans nos différents intérêts à payer ultérieurement, contrairement à des mécanismes de financement qui peuvent être variables et peuvent représenter des dangers, surtout quand il s'agit des ressources stratégiques comme les hydrocarbures. Donc, 6%, c'est sur l'année.
et le montant qui va être remboursé pour chaque échéance va supporter ces 6% proportionnellement à la période et au délai de remboursement. Les 30 000 $, est-ce que c'est normal que nous payons? Oui, c'est normal, on va continuer à payer. Ça s'appelle le frais de gestion des dossiers. Dieu merci, ici nous n'avons pas de frais de confirmation, de commission de confirmation dont certains autres bailleurs exigent de leurs clients, c'est-à-dire la République de Djibouti comme tout autre client ou pays qui suscite leur financement. Donc, c'est tout à fait une pratique normale, obligatoire pour tous les partenaires qui demandent à ce qu'il y ait, comment dirais-je, ces frais de dossier. 30 000 $, c'est un montant qui reste fixe. Je pense que pour ce qui concerne les frais qui montent à 10%, moi j'aimerais bien m'asseoir avec Doualé, honorable Doualé, et faire les calculs, s'il le faut, avec une machine à calculer. Je suis très loin de ces 10%. Je vous remercie de votre attention. Pour rappel, oui, monsieur le ministre du Budget. Pour donner peut-être quelques précisions sur la baisse de prix du baril de pétrole. Il faut savoir ce qui baisse et ce qu'on voit à la télé ces derniers temps, c'est le prix du brut, ce n'est pas le prix du raffiné. Or, Djibouti importe et consomme du raffiné. Il faut savoir que les raffineries achètent le pétrole brut aujourd'hui, le pétrole qui sera livré dans un mois ou deux. Donc, les raffineries sont en train, ainsi que les stations ou les sociétés pétrolières sont en train de découler leurs stocks déjà constitués. C'est pour ça que nous avons mis un peu de temps pour suivre la cadence. Il faut savoir également que lorsque le prix du baril de pétrole augmentait, il est passé, vous savez, de 20 francs à plus de 120. Et pendant ce temps, le budget national supportait le coût pour alléger le prix à la pompe. Le prix réel, vous connaissez le prix à la pompe depuis quelque temps pour le gasoil était fixé à 315 francs. Mais le prix réel, s'il n'y avait pas une intervention de l'État, serait de 500 à 600 francs Djibouti. Donc, il faut savoir que durant une longue période, le budget national a supporté l'augmentation de prix. En d'autres termes, le carburant était subventionné. Il faut savoir aussi, pour les secteurs du transport et de la pêche, ainsi que le secteur de boulangerie, il existe des exonérations spécifiques qui vont demeurer également. Et qui vont demeurer, ces exonérations de taxes vont de 50 à 100%. En ce qui concerne le budget 2015 également a été bâti sur un baril de pétrole de 100 $. Donc, si nous suivons rapidement, parce qu'on a fixé nos recettes à partir d'un baril à 100 $, alors qu'on a prévu également des dépenses en vis-à-vis. Bon, maintenant, s'il faut baisser les recettes, il faut baisser les dépenses également. Et ceci ne peut s'opérer que dans le cadre du budget rectificatif qui aura lieu dans 6 ou 7 mois. Donc, les tendances, il faut aller tout doucement parce que en face des recettes, il y a des charges. Et si nous supprimons tout de suite, il y aura de la perte. Il faut savoir également que lorsque la valeur d'importation du pétrole baisse, parce que la valeur, elle est multipliée par un taux de TIC ou de TVA. Et lorsque la valeur, elle baisse, c'est sûr, automatiquement, nous perdons des recettes là également. Donc, comment faire
Comment faire? Le seul moyen, c'est soit maintenir les prix, les taxes, les recettes à un niveau raisonnable, ou baisser drastiquement les dépenses. Donc tout ça nécessite une réflexion et une attention particulière. La comparaison avec l'Éthiopie, elle ne tient pas, puisque nous n'importons pas la même quantité. Et vous savez, en matière commerciale, plus la quantité importée est importante, plus les fournisseurs vous font un prix préférentiel. Alors, Djibouti importe une petite quantité, du coup, le prix FOB n'est pas le même pour Djibouti et l'Éthiopie. Il faut savoir également que notre système fiscal, on a une fiscalité qui est juste basée sur nos importations, puisqu'on n'exporte pas grand-chose. Or, l'Éthiopie a d'autres ressources, d'autres sources de taxation, comme par exemple l'exportation du café, l'exportation du khat, par exemple. Et donc, elle a d'autres sources, d'autres moyens pour taxer plus. Les voitures sont taxées à 100% en Éthiopie, alors qu'à Djibouti, elles ne sont taxées qu'au maximum 33%. Du coup, ils ne taxent pas beaucoup les carburants et ils importent à un prix faible par rapport à Djibouti. Donc tout ça explique la différence de prix entre Djibouti et l'Éthiopie. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. En fait, aux parlementaires que l'usage du téléphone portable est strictement interdit dans l'hémicycle. Comme vous le savez, notre séance est enregistrée du début jusqu'à la fin et un procès-verbal est établi de chaque séance. Donc vous pouvez vous en procurer auprès des services de la documentation. Merci. Je vais donc passer au vote le projet de loi numéro 83/2014 portant ratification de l'accord de financement de l'achat des produits pétroliers raffinés. Donc, avant de passer au vote, je tiens aussi à vous rappeler que j'ai à ma possession des procurations, donc des parlementaires qui sont en mission. L'honorable Aïcha Dabbar a donné procuration à l'honorable Ali Abdi Farah. L'honorable Youssouf Moutouna Bakari a donné procuration à l'honorable Ouma Mohamed Hamid. L'honorable Hassan Omar Mohamed Kamil a donné procuration à Mohamed Ali Hamed. L'honorable Youssouf Ambassa Mohamed a donné procuration à l'honorable Hamed Dini. L'honorable Abdi Khair Bouh a donné procuration à Elmi Absi Waïs. Donc j'invite les techniciens à lancer le processus de vote. Le processus est lancé et nous avons 1 minute donc, pour appuyer sur le bouton. Donc je rappelle aussi à nos collègues de l'ISN le vote électronique. Donc pour voter pour le projet c'est le vert, il faut appuyer sur le vert. Pour l'abstention c'est le blanc et pour voter contre c'est le rouge. Je vous invite à bien appuyer sur le bouton. Donc vous avez 1 minute. Et là, il vous reste 30 secondes avant que le processus de vote soit arrêté. Vous avez 15 secondes. 10 secondes. Il faut bien appuyer sur le bouton. 3 secondes. Ton papier, putain. J'ai du mal à voir en fait. Il va se déplacer.